Shelton Benjamin a toujours été sur nos écrans, que ce soit dans notre enfance ou au cours de ces dernières années si nous sommes restés fans de catch. Il a toujours été considéré comme un excellent catcheur, mais sans plus de considération, placé rapidement au second plan pour les plus grosses stars de l'époque comme John Cena ou Randy Orton. Aujourd'hui, quand on replonge dans le passé de la WWE et que je regarde Shelton Benjamin, je vois que quelque chose a évidemment été manqué concernant les décisions créatives de la compagnie. Une opportunité gâchée car il est indéniable que Shelton a toujours possédé une aura avec les fans et un talent incomparable. Toujours prisé par ses adversaires et nos vieilles légendes, Shelton n'a jamais eu la carrière qu'il méritait. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, comme une sorte d'hommage, je souhaite revenir avec vous dans les archives de la compagnie pour découvrir l'incroyable carrière de l'étalon doré a.k.a. l'homme inarrêtable, j'ai nommé Shelton Benjamin. I am the new gold standard in ECW. And for those that doubt me, just remember, there ain't no stopping me now. Shelton Benjamin est né le 9 juillet 1975 dans la petite ville d'Orangeburg en Caroline du Sud et a grandi dans la pauvreté avec ses frères et sœurs ainsi que ses parents. La famille avait vraiment du mal à joindre les deux bouts et devait vivre avec peu de moyens tous les mois pour s'en sortir. Dans son interview avec Lillian Garcia, il y reviendra en détail en révélant que l'Amérique, encore plus à l'époque, était beaucoup plus parquée et lui faisait partie des catégories noires habitant dans des quartiers pauvres. Un schéma de vie qui n'était pas facile et qui aurait pu le faire mal tourner s'il n'avait pas découvert les sports et certaines personnes sur son chemin. Son adolescence était rythmée par les règlements de compte entre gangs et les coups de feu devant sa maison. Il était clair que dans son quartier, il était plus impressionnant de prendre plus rapidement position dans la rue plutôt que de faire des études. Mais appuyé par sa mère, Shelton a lutté pour rester dans le droit chemin, l'obligeant même à se rendre à l'école avec le calibre 22 de sa mère après divers problèmes avec les personnes de son quartier. Il n'a heureusement pas eu besoin d'y toucher, mais ce comportement d'autodéfense l'a accompagné pendant une bonne partie de ses années lycée. Au cours de son adolescence, Shelton tombe immédiatement amoureux des sports et commence par le football américain et l'athlétisme. Son histoire avec la lutte commence après que son entraîneur l'ait emmené par surprise faire un entraînement de catch et un coup de cœur est arrivé comme une évidence pour cette discipline. Benjamin a donc lâché le football car il avait un niveau plus que banal d'après ses dires et a suivi son instinct de faire de la lutte. Il a alors commencé à lutter en classe de 10e en tant que lutteur amateur. Directement, son talent se révèle de lui-même car il obtient un record historique de 122 victoires pour 10 défaites et parvient également à être 2 fois champion de lutte poids lourd de l'état de Caroline du Sud. Plus tard, Benjamin a fréquenté l'université du Minnesota où il était 2 fois All-American et c'est là que Benjamin a rencontré son ami de toujours, Brock Lesnar. Shelton a même obtenu son diplôme de l'université du Minnesota et est devenu entraîneur adjoint pour cette université. Et j'ai également découvert qu'il a obtenu une licence en gestion du sport seulement 2 semaines après sa libération de la WWE. Je pense pas avoir mentionné l'ensemble des accomplissements de Shelton car il était tout simplement un athlète exceptionnel. En 2000, Shelton envisageait de tenter sa chance aux Jeux Olympiques, mais il a finalement décidé de devenir lutteur amateur, un rêve qu'il nourrissait depuis l'enfance et qu'il voulait d'autant plus vivre avec son meilleur ami car les deux étaient colocataires à l'université et ils sont restés ensemble très longtemps. Gérald Briscoe et Jim Ross ont fini par recruter les deux et ils ont été envoyés à l'OVW, la Ohio Valley Wrestling, pour perfectionner leurs compétences. Les deux amis ont été invités dans les backstage de SummerSlam 1999 et ont été émerveillés de voir leurs idoles et stars du moment comme l'Undertaker, Stone Cold, Triple H ou encore le Rock. Shelton signera donc 1 an avant les stars mais il sera vite rejoint par son ami à l'OVW pour former une équipe appelée les Minnesota Stretching Crew et ont remporté les championnats par équipe de l'OVW à 3 reprises. Ces deux-là faisaient également partie de la légendaire promotion de 2002 de l'OVW, une classe qui comprenait également John Cena, Randy Orton et Batista. Brock Lesnar a été appelé dans le roster principal la nuit suivant WrestleMania 18, tandis que Shelton devait rester un peu plus longtemps à l'OVW où il faisait équipe avec Rodney Mack. Shelton a finalement débuté dans le roster principal lors de l'épisode de SmackDown du 26 décembre 2002 où il a fait ses débuts aux côtés de Charlie Haas comme le cadeau de Paul Heyman à Kurt Angle et les trois ont été connus sous le nom de Team Angle. Et malgré sa courte durée, la team Angle a été très performante. Angle était le mentor des deux et ça donnait l'impression qu'ils étaient en quelque sorte les enfants d'Angle. Benjamin et Haas étaient connus comme la World's Greatest Tag Team. Le duo a battu Los Guerreros lors de l'épisode de SmackDown du 6 février 2003 pour devenir les nouveaux champions par équipe. Et c'était des débuts assez impressionnants pour cette jeune équipe. Ils ont détenu les titres pendant 3 mois, battant des équipes comme Los Guerreros à nouveau ainsi que Chris Benoit et Rhino. Je me souviens que lorsque Angle était absent, ils ont emporté une photo de lui sur le ring pour lui rendre hommage, mais il les a finalement renvoyés de la team Angle, ce qui a confirmé son passage en tant que face. La World's Greatest Tag Team a continué sur sa lancée avec une bonne période. Ils ont capturé l'or par équipe une deuxième fois face à l'équipe d'Eddie Guerrero et Tajiri qui était justement l'équipe qui les avait battus dans un match d'échelle pour les titres. Je me souviens aussi de ce match par équipe où Benjamin et Haas ont affronté Rey Mysterio et Billy Kidman. C'était incroyable et je pense que vous devriez aller le revoir. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de tomber dessus, c'était également l'un des meilleurs matchs par équipe de l'ère Ruthless Aggression.
La jeune équipe a principalement affronté Los Guerreros qui ont fini par leur reprendre les titres. Et malgré une revanche, le duo n'a pas réussi à regagner les titres et le 22 mars 2004, Shelton Benjamin a été transféré à la division Raw. Charlie Haas a ensuite formé une équipe avec Rico, accompagné au ring par sa future épouse, Miss Jakey. Une équipe qui s'est séparée beaucoup trop vite selon Shelton, qui voyait en leur duo une alchimie qui n'avait pas été vue à la WWE depuis très longtemps. Shelton, quant à lui, a commencé son parcours à Raw avec un match contre Triple H, et cette nuit-là va changer la carrière de Shelton à tout jamais. Fini les jours en équipe avec Charlie Haas, la carrière de Shelton Benjamin allait prendre une direction différente. C'est l'un des moments les plus mémorables de l'histoire de Raw pour moi, mais malheureusement il ne peut pas être mentionné à cause de la présence de Chris Benoit aux abords du ring. Concernant le match, c'était amusant. Tout le monde soutenait Shelton, mais pas Triple H, le même gars qui avait dominé et occupé Raw pendant une bonne partie des 2 dernières années. Vers la fin du match, Triple H a été distrait par Benoit qui se battait avec Flair aux abords du ring. Benjamin a décidé de faire un Stinger Splash sur Triple H et lui a fait un roll-up pour le battre. Je considère ça comme une victoire propre car Triple H s'était retourné et observait ce qui se passait à l'extérieur. Ce n'est pas comme si Benoit était sur le tablier du ring ou quelque chose comme ça, c'est tout simplement un grand moment qui a énormément aidé Shelton à Raw. Car il n'était plus considéré comme un simple gars mais comme l'un des gars importants. Shelton était désormais tout simplement un homme accompli grâce à cette victoire. Au cours des 2 semaines suivantes, Shelton Benjamin a de nouveau battu Triple H par décompte extérieur à disqualification, ce qui faisait de lui un gagnant avec 3 victoires contre Triple H. Malheureusement, sa poussée vers le sommet s'est arrêtée lorsqu'il s'est cassé la main, et je pense qu'il aurait pu être celui qui battrait Randy Orton pour le titre car le Legend Killer ne l'a jamais battu proprement lors du match à Bad Blood. Shelton est finalement revenu à l'automne 2004 et il était l'un des choix pour affronter Chris Jericho dans un match pour le championnat intercontinental à Taboo Tuesday. Il a remporté le vote avec 37% et a eu un bon match avec Y2J. C'est toujours fou pour moi que Y2J ne savait pas qui il allait affronter et que la seule chose qu'il savait était la fin du match parce que l'arbitre venait juste de lui dire. Néanmoins, ils ont réussi à avoir un bon match malgré le manque de planification au préalable. Vers la fin du match, Shelton a exécuté le T-Bone Suplex sur Jericho pour remporter son premier championnat en solo à la WWE. À cette époque, je pensais qu'il était une star principale et qu'il n'était qu'une question de temps avant qu'il ne devienne champion. Si vous regardez Shelton Benjamin fin 2004, vous penserez qu'il est sur le point de devenir une superstar. Et justement, de la même manière que je l'ai fait dans ma vidéo sur John Cena pour son titre US, je vais développer son premier run de champion intercontinental qui a duré 8 mois et qui était l'un des plus longs règnes de la WWE à l'époque. Le règne de Shelton en tant que champion intercontinental a été mémorable pour moi, non pas à cause de ses matchs de championnat, mais bien à cause de certains moments survenus lorsqu'il était champion. Il a réussi à glorifier ce titre quand il l'avait autour de sa taille et surtout nous a offert des matchs mémorables avec différents adversaires cantonnés à la mid-card. Mais revenons un peu avant Taboo Tuesday pour découvrir la position de Shelton dans l'entreprise à cette période. Benjamin n'était pas étranger au projecteur, l'homme avait déjà de l'expérience avec l'or des championnats, notamment les titres par équipe. Il n'avait pas ce charisme dont tout le monde parle, mais pour moi je ne pense pas qu'il en avait besoin à ce moment-là. Le charisme aurait pu venir d'un manager parce que le gars était juste incroyable sur le ring. Il faisait toujours réagir la foule avec ses spots, ses mouvements, ses retours. Tout était flashy, divertissant, génial sur le ring et les lundis soirs étaient son moment de briller. Il était difficile de trouver un jeune athlète meilleur que lui entre 2004 et 2005. À ce moment-là, Benjamin en avait assez. Il avait réussi à battre Triple H 3 fois et honnêtement, il avait préparé le terrain pour sa série de matchs à Raw jusqu'à ce point. Je ne pense pas qu'il y ait eu un autre lutteur comme Stone Cold Steve Austin qui avait battu Triple H 3 fois, encore moins une seule fois. Certes, ces victoires n'étaient pas totalement nettes, mais une fois que l'arbitre Earl Hebner ou celui qui était en poste avait frappé le sol pour le compte de 3, les fans devenaient fous. Ces 2 victoires ont permis à Shelton de se faire un nom et il est devenu une étoile montante à surveiller. Il était en grande forme tout au long de l'année 2004. Jusqu'à octobre 2004, Shelton avait acquis une certaine reconnaissance, mais il lui manquait quelque chose, le titre de champion. Et lors de ce Taboo Tuesday, Chris Jericho devait défendre le titre intercontinental contre eux. Eh bien, c'était le problème, il ne savait pas contre qui. Il y avait énormément de choix, ça pouvait être Batista, Rhino ou même le coach, c'était aux fans de décider. En conséquence, Jericho a eu du mal à préparer ce match et le scénario était intéressant. Il devait improviser les spots du match sur le vif. C'était différent de tout ce qu'il avait fait auparavant. D'autres lutteurs excellaient, peu importe les difficultés, comme Ric Flair ou Ricky Steamboat, mais je ne pense pas que Jericho était habitué à faire ça. C'était l'une des premières fois qu'il devait le faire, j'imagine. Quand Shelton a gagné avec 37% au passage, l'arbitre a directement informé Jericho du résultat final. On peut le voir avec l'angle de la caméra qu'il a filmé à ce moment-là. En tant que vétéran, Chris devait assurer et ne pouvait compter que sur son expérience pour guider Shelton pendant l'entièreté de leur match. Et à en juger par les apparences, Jericho a joué le rôle du heel pour pousser les fans à soutenir Shelton. Et si on ne connaissait pas cette histoire interne, je doute que quiconque puisse réaliser que le match n'était pas préparé. Les dégagements étaient impressionnants, les successions de prises, tout était parfait. Puis finalement, après une esquive de Shelton qui envoie le Lionheart dans le coin, Jericho prend appui sur la deuxième corde et est pris de court par un T-Bone Suplex. Et voilà, Shelton est devenu le nouveau champion intercontinental, le public était en délire tandis que Benjamin remportait la victoire. Chris Jericho ne pouvait pas y croire, ce changement de titre a donné l'impression que Taboo Tuesday était très imprévisible.
C'était une excellente manière de commencer le show. L'ancien champion était furieux et a pris le titre à Shelton avant de le placer sur son épaule, montrant ainsi un signe de respect. Et pour la petite anecdote, Jericho ne connaissait pas le finisher de Benjamin et a juste sauté en écartant les bras et se laissant faire pour le finish, ce qui fait de lui un grand catcheur et une légende qui n'hésitait pas à mettre en avant les autres superstars à l'époque. Bon, maintenant Shelton était champion. Personnellement, je pense que ça serait arrivé plus tôt s'il ne s'était pas cassé la main. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, mais j'aurais quand même bien aimé le voir battre Orton pour le titre à Vengeance plutôt qu'Edge. La première défense de Shelton a eu lieu à Raw contre Chris Jericho. La semaine suivante, le match était bien sûr bon, car cette fois-ci, ils avaient eu le temps de préparer les choses. Il y a eu des contres vraiment impressionnants qui ont conduit à la victoire de Shelton. Jericho semblait faire son devoir, mais ça ne fonctionnait pas encore une fois pour récupérer son titre. La WWE a ainsi consolidé la domination de Shelton et montré que de grandes choses étaient à venir pour lui. Mais juste après le match, Christian est venu interrompre et attaquer le champion, clarifiant ses intentions de récupérer le titre. La semaine suivante, Shelton est sorti pour lui rendre l'appareil, mais Christian a pris la fuite. Captain Charisma a admis qu'il avait attaqué Shelton à cause du vote de Taboo Tuesday et a laissé entendre qu'il voulait se battre avec lui mais a préféré trouver une solution rapide pour régler le problème. Tomko n'était pas là étant blessé, donc Viscera est apparu pour remplacer Christian. Et je crois que c'était sa première apparition à Raw depuis environ 4 ans car je me souviens qu'il était avec Gangrel à SmackDown mais pas sûr que Christian se soit impliqué avant. Avant qu'on le sache, Shelton avait des côtes bandées et devait maintenant affronter Viscera. Plus tard dans la soirée, le match a eu lieu et bien sûr Shelton a subi des coups. Le champion intercontinental n'avait pas peur de Viscera mais il prenait des dégâts. Les choses devenaient très difficiles pour Shelton Benjamin mais son adversaire a fait des erreurs. Shelton a eu des occasions de capitaliser et Christian est alors venu observer l'action. C'est à ce moment-là que Shelton a attrapé Viscera avec un coup de pied pour remporter le match. Captain Charisma a tenté de le récupérer mais a fini par recevoir un T-Bone Suplex. Le match pour Survivor Series était déjà annoncé. Tomko est revenu la semaine suivante et il a été battu par Shelton. Bien sûr, cela a demandé beaucoup d'efforts et Christian s'est aussi impliqué prenant un super kick mais c'était fait. Leur match à Survivor Series était plutôt bon et définitivement sous-estimé. Christian avait un nouveau thème, Just Close Your Eyes, et ils ont eu suffisamment de temps pour offrir quelque chose de bon. Il y a eu un moment cool au début du match où Christian était en train de faire des siennes, mais Shelton était toujours un pas devant lui. Il a fallu une intervention extérieure de Tomko pour que Christian puisse enfin réagir. Ça a un peu affaibli le champion, mais cette idée ne devrait pas durer, Tomko s'est de nouveau impliqué. Car Shelton se battait contre lui, mais Christian a rapidement mis fin à l'intervention. Et le challenger a fait une erreur, ce qui a permis un retour de Benjamin. L'erreur a conduit à un DDT, mais Shelton a contré. Il essayait de tricher, mais cela ne lui a fait que du mal. Shelton est monté en haut et a porté une clothesline, mais ce n'était toujours pas suffisant pour la victoire. Tomko est ensuite intervenu une nouvelle fois et a frappé Shelton, mais il a résisté. Tomko a pris un coup de pied dans le visage, Shelton a réussi à placer sa T-Bone Suplex pour remporter le match dans un excellent combat. Je vous conseille de regarder ce match si vous avez du temps parce que pour moi c'est une perle rare et personne n'en parle. Après cet affrontement vraiment bon, les perspectives étaient très prometteuses pour l'All-Américaine. Il avait battu Chris Jericho 2 fois, Triple H 2 fois et Christian un champion intercontinental à 3 reprises. À ce stade, vous seriez fou de ne pas penser que ce gars pourrait devenir champion WWE ou champion du monde poids lourd. Finalement, Shelton a eu la chance de se présenter et de montrer qui il était vraiment. Au cours des semaines suivantes, il a partagé certaines expériences difficiles de son enfance, son parcours à Orangeburg en Caroline du Sud et son succès universitaire. C'est notamment avec l'aide de ces vignettes que je vous ai fait l'introduction de la vidéo. Le prochain challenger était en fait Captain Charisma, et je crois que son histoire de heel déguisé vient du refus de Vince de le pusher. Peut-être que c'est ça ou non, je ne sais pas, ou peut-être qu'il voulait juste faire un clin d'œil à son parcours avec Edge en tant que luchador durant leur temps en tag, contre notamment les Hardy Boys et les Dudleys. Plus sérieusement, Jericho était le general manager de Raw et voulait se venger de son ancien ami. Même si Christian avait l'air ridicule avec sa tenue, ça ne voulait pas dire qu'il était un idiot dans le ring car il a vraiment dominé. Il a usé de pas mal de manigances, mais malgré ça, Shelton est resté dans le match et Christian a fini par s'aveugler avec son masque et Benjamin a conservé son titre. Alors, où allait-il à partir de là ? Eh bien, Maven de toutes les personnes a frappé à sa porte. Le 13 décembre 2004, lors de l'épisode de Raw, Shelton Benjamin a fait équipe avec Regal et Eugene pour affronter l'équipe de Christian, Tomko et Maven. Encore une fois, Shelton a bien performé. Eugene a sorti Mr. Soko, Tomko a essayé de donner un coup de pied, mais il a fini par se retourner contre lui, et c'est à ce moment-là que Maven a profité de la situation pour voler la victoire, s'offrant ainsi un shot pour le titre de Shelton. À la suite de ça, un match a été programmé pour New Year's Revolution, et c'était autre chose de vraiment différent, presque comme un house show, car en gros Maven a perdu 5 minutes à insulter les fans, et dès qu'il est revenu dans le ring, boum, il se fait rouler et perd le match. Maven demande alors une revanche et envoie à Shelton des mots très durs. Et quand il a couru dans le ring, boum, un T-bone et il perd encore. C'était vraiment étrange et je ne comprends toujours pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, c'est comme ça. Néanmoins, ils ont eu un vrai match le soir suivant, mais ce n'était pas un match pour le titre. Shelton a gagné, Maven était ultra agressif, essayant de décrocher cette place, mais comme il était mauvais aux yeux de la direction de la WWE, il a perdu. Le prochain challenger a été Simon Dean, 3 semaines plus tard. Bien sûr, il a essayé de tricher pour gagner, mais ça a joué contre lui face à un Shelton qui a remporté une victoire simple, de quoi agrandir son palmarès.
Juste après, Simon a essayé de faire croire que son système, le Simon System, était la seule raison pour laquelle Shelton avait obtenu la victoire en premier lieu. Mais ce n'était pas le cas, Shelton avait été prévenu et personne ne pouvait l'arrêter. Mais ensuite, il a rencontré un mur, en l'occurrence Jane Snitsky. Lors de l'épisode de Raw du 14 février 2005, Shelton Benjamin a défendu son titre contre Snitsky. Le match a vu Shelton donner tout ce qu'il avait avec un effort valeureux, mais Snitsky était extrêmement agressif au point de se faire disqualifier. Et évidemment, il refusait sa défaite. Ils ont eu un match revanche la semaine suivante où les rôles se sont inversés et Shelton était disqualifié à son tour. Un match décisif a donc été programmé pour la semaine suivante. Pendant ce match, Snitsky a encore essayé de tricher, mais Shelton a réagi rapidement et a obtenu une victoire nette. Peu après, le premier Money in the Bank Ladder match a été annoncé pour WrestleMania 21. Shelton a été inclus dans ce match qui est devenu un match mémorable. Je trouve ça amusant personnellement que ce match à mes yeux n'ait pas été surpassé malgré les 19 autres Money in the Bank Ladder matchs qui ont eu lieu par la suite. Benjamin a été le spécialiste des spots dans ce match et a vraiment brillé. Je veux dire, quand avez-vous vu pour la dernière fois quelqu'un faire une T-bone suplex depuis le haut d'une échelle? Et surtout, ce spot est devenu une référence, un moment qu'on a tous imité dans les jeux SmackDown vs Raw après ce match. Je m'en souviens qu'enfant, j'adorais voir ces moments dans les Money in the Bank Ladder match ou les matchs d'échelle en simple. Courir vers l'échelle pour porter une clothesline, c'était génial. Ce spot a été tellement mémorable qu'il a été inclus dans l'intro de Raw. Je n'oublierai jamais ce moment et il reste l'un de mes spots préférés depuis mon enfance. Bien sûr, Shelton n'a pas gagné ce match, mais sa performance restera gravée dans les mémoires. C'est l'une de mes performances préférées dans un ladder match, même si Cody Rhodes en 2013 et d'autres ont réussi à marquer les esprits, mais celle-ci pourrait bien être en tête de liste en termes de performance dans le Money in the Bank, même s'il était un peu amoché à la fin du match. Shelton a défendu le titre contre Christian et Chris Jericho la nuit suivante. Les trois hommes étaient bien sûr encore marqués par le ladder match, mais ce match a en fait marqué le début de la rivalité entre Jericho et Shelton. Tout d'abord, les gars ne se sont pas ménagés, ils ont tout donné pour divertir les fans. C'était rapide et la foule était très impliquée. Le match a été une pépite, Shelton a réussi à voler la victoire de nulle part avec un bulldog. Et comme Jericho n'aime pas perdre, il a invité Shelton à apparaître dans le Highlight Reel la semaine suivante. Il a clairement exprimé son désir de rédemption et le champion n'était pas content de l'entendre. Il a même averti Jericho que s'il montait sur le ring avec lui, ses problèmes ne feraient que s'aggraver. Jericho a évidemment sarcastiquement loué la carrière de Shelton en mentionnant ses 7 victoires en titre et en affirmant que la seule raison pour laquelle Shelton avait encore le titre était qu'il ne s'en était pas encore occupé. Mais ça allait changer maintenant car Chris Jericho voulait le titre intercontinental. De son côté, Shelton marchait sur une ligne fine entre confiance et arrogance. Il a commencé à dire à Jericho qu'il n'y avait qu'une seule star sur la liste des lutteurs aussi athlétiquement doués que lui. Jericho a alors réagi en lui suggérant de se le mettre où je pense. La réponse à Shelton, il a répondu qu'il pouvait prendre son point et créer plus de succès que le dernier album de Fozzy. Jericho a alors demandé à Shelton s'il avait entendu la nouvelle chanson de Fozzy intitulée Shelton Benjamin, Petite Plage. Benjamin l'a évidemment mal pris et une dispute a éclaté. Donc ces gars-là sont revenus se battre une fois de plus. La semaine suivante a vu la sortie du nouveau single de Fozzy, Shelton devient un peu irritable et le champion est donc prêt à affronter Simon Dean lorsque Jericho intervient. Il annonce que le match pour le titre intercontinental aura lieu à Backlash et en guise de geste amical, il souhaite chanter pour le champion avec le nouveau single de Fozzy. Il fait venir le guitariste principal de Fozzy et Y2J interprète le hit single. Si seulement Jericho avait fait de ce segment quelque chose de régulier et l'avait chanté pour Cena, Christian ou quiconque qu'il allait affronter en pay-per-view aurait été tout simplement incroyable. Évidemment, Jericho a fait mouche car cette chanson a clairement touché Shelton, ce qui l'a perturbé pendant son match contre Simon Dean, mais il parvient à faire un comeback tardif pour l'emporter. Malgré ça, Shelton finit par sauver Y2J la semaine suivante d'une attaque de la résistance. Peu après, Jericho devait bien sûr lui rappeler ce qu'il allait se passer dimanche de manière très arrogante jusqu'à ce que le champion lui assène un T-bone suplex. Le match à Backlash fut probablement le meilleur match entre les deux hommes. Une fois de plus, Jericho était le heel agressif et Benjamin était incroyablement agile. Des choses comme ça n'arrivaient pas souvent à la WWE à l'époque. Les fans étaient capricieux, au début ils encourageaient Shelton puis Jericho. Il y avait de superbes roll-ups, de bons near falls, des moments où on pense que c'est fini, mais le pied de Jericho était sur les cordes. C'était du grand spectacle. Y2J était essentiellement concentré sur l'obtention de la victoire mais il n'y parvient pas. La fin du match fut encore une fois superbe, ils ont enchaîné plusieurs combinaisons de roll-up et ont terminé avec les épaules de Jericho au sol. Bien sûr, Jericho était furieux et il a même esquivé les questions de Todd Grisham concernant ses pensées sur le match. Encore une autre pépite. Ces gars-là ne pouvaient vraiment rien faire de mal l'un avec l'autre. La nuit suivante à Raw, Shelton Benjamin a participé à ce qu'il est considéré comme son plus grand match à la WWE. Tout d'abord, Chris Jericho avant le match a admis qu'il avait eu tort sur Shelton et il semblait que les choses avaient été mises à plat. Y2J lui-même désirait une chance pour le titre mondial plutôt que pour le titre intercontinental. Au son de sa voix, il était désespéré pour cette opportunité, se sentant comme si son temps était presque écoulé. Quant au match lui-même, les commentaires étaient excellents. Jim Ross était en pleine euphorie pour l'entrée de Michaels car il était un participant surprise dans le Gold Rush Tournament et il savait que cela allait être bon avant même que le match ne commence. Les deux hommes ont offert une superbe performance et ce match était digne d'un pay-per-view voire des Big Four.
Shelton a frustré Michaels en début de match et ils ont raconté une histoire formidable avec HBK essayant de suivre le rythme de Shelton. Benjamin semble essayer de jouer le jeu de HBK. Si vous êtes un fan de catch, je suis sûr que ce match figure dans votre top 10 des matchs TV de la WWE. Et il faut que ce soit le cas tant le match était bon. Ils ont vraiment traité Shelton comme un big deal et l'équipe de commentaires le louait et faisait en sorte qu'il avait l'air d'être au niveau de Michaels. La foule était vraiment impliquée, moi j'étais impliqué et vous l'étiez sûrement aussi. Et puis ça a mal tourné pour le champion. Shelton a tenté un springboard, je crois que c'était pour réaliser un bulldog mais il était trop loin. Et là, de nulle part, Shawn Michaels apporta un super kick. Le Switch in Music, c'était vraiment quelque chose de phénoménal. Jim Ross criait et s'exclamait, ce qui rendait le moment encore plus fantastique. À mes yeux, Shelton a un peu trop pris la confiance et ça lui a causé sa perte. Il pensait que le mouvement aérien était sur la bonne voie, mais ça s'est retourné contre lui malheureusement. Malheureusement, aussi bon que ça allait l'être pour Shelton Benjamin, il ne semblait jamais franchir ce niveau. Il y avait semble-t-il un mur. Néanmoins, Michaels a montré du respect pour son adversaire en posant sa main sur sa poitrine et le considéra à partir de ce jour-là comme un Hall of Famer. La semaine suivante, Benjamin réussit à sauver Y2J d'une attaque de Hassan et Daivari. Le problème était que plus tard dans la nuit, Hassan et Daivari l'ont attaqué et Shelton ainsi que Y2J étaient introuvables. Conséquence, un match fut programmé pour l'épisode du 16 mai avec Hassan et Daivari contre Chris Jericho et Shelton Benjamin. Le match était plutôt énergique, par moments on aurait cru que Shelton allait s'en sortir seul, mais Hassan le surprit et remporta la victoire. Jericho était tellement frustré par cette défaite qu'il ne reconnaissait même pas la présence de Benjamin et est parti simplement. Le champion intercontinental aurait pu confronter le premier champion incontesté à ce sujet, mais il ne semblait pas dérangé. Il était bien plus concentré sur l'animation de programme VH1 avec Fozzy, et selon ses propres mots, perdre un match de catch n'était pas un gros problème. Vous pouvez voir où cela nous mènera. Ça se confirma la semaine suivante lorsque Benjamin se retrouva dans une situation délicate. Il devait de nouveau faire équipe avec Y2J, mais ce dernier ne se présenta même pas à l'arène. Le champion a perdu évidemment le match et après le combat il est apparu enfin. Todd Grisham l'informa qu'il avait manqué le match et s'excusa, mais pas assez. Il semblait regretter ses actions et ses priorités étaient plus importantes que le match dans l'arène. Plus tard dans la nuit, Shelton confronta Jericho à propos de l'absence de ce dernier. Et encore une fois, Jericho s'excusa en essayant de se faire passer pour quelqu'un de compréhensif, mais il ajouta que le fait d'être en retard était un luxe qu'il pouvait se permettre parce qu'il était Chris Jericho. Et peu importe ce qu'il faisait, les Jerichoholics seraient toujours de son côté. Il fut évidemment hué, donc il semblait qu'il se dirigeait vers un heel turn. Je ne comprends juste pas pourquoi ils ont abandonné ça, je vais en parler bientôt, patienter un petit peu. La semaine suivante, Benjamin fut challengé par la Résistance dans un triple threat match pour le titre. Le focus était davantage sur l'explosion de l'équipe que sur Shelton qui défendait son titre même s'il s'en est sorti. Ce n'était même pas tout car la semaine d'après, il fut contraint de défendre son titre dans un match en handicap contre Hassan et Daivari. Ce match a été donné par Bischoff pour éviter un procès en raison de la fuite de Batista qui les avait détruits pendant le match. Hassan pensa avoir gagné mais le pied de Shelton était sur les cordes. Daivari tenta de mettre le pied autour de sa taille mais le match fut rapidement redémarré. Ensuite Shelton eut beaucoup de difficultés. Il ciblait son bras, c'était définitivement la cible mais à un moment donné il se débarrassa d'Hassan et fit un T-bone sur Daivari pour conserver son titre. Même s'il était sorti de cette bataille pour une raison quelconque, il affronta à nouveau Hassan pour le titre la semaine suivante. Je ne comprends même pas pourquoi. Cette fois-ci Stone Cold était dans le coin de Hassan après ses plaintes contre le système. Le match se déroula avec un low blow de Hassan sur Shelton avant de tenter le camel clutch. Austin remarque ça et donne un coup de pied à Hassan puis il se mit à le battre. Il annonce ensuite Hassan comme le vainqueur par disqualification avant de lui porter son stunner et bien sûr Shelton fut aidé. À ce stade il avait défendu le titre 3 fois d'affilée et Chris Jericho était introuvable. La rivalité était essentiellement terminée, abandonnée. Le 20 juin 2005, Eric Bischoff demanda à Shelton Benjamin de venir. Jerry Lawler mentionna son passé instable et Jim Ross le réprimanda rapidement. Bischoff pensait qu'il devait programmer Shelton dans un match contre le nouveau choix de draft. Pourquoi ? Parce que c'est ainsi que Shelton avait gagné le titre à Taboo Tuesday. Il défiait Jericho sans savoir qui ce serait. Le champion savait où cela allait et demanda au lutteur de SmackDown de venir. Quand la musique se fit entendre, il fut complètement pris au dépourvu car c'était Carlito, Carabine Cool. Le match pour le titre fut assez décevant et ils auraient pu faire mieux à vengeance mais peu importe. Benjamin était sur une belle lancée mais fut roulé sur les épaules et Carlito lui vola le titre devenant ainsi le nouveau champion intercontinental. C'était très étrange. En fin de compte, je trouvais que c'était un très bon règne. Shelton battait tout le monde qu'il défiait et il avait vraiment l'air bien sur le ring. Je pense qu'il méritait de monter plus haut. À mon avis, il aurait dû avoir un manager, ça l'aurait beaucoup aidé. Je pense que Shelton aurait pu être beaucoup plus grand qu'il ne l'a été. Le gars excitait toujours la foule pour ses matchs et je pense qu'il aurait pu être quelque chose de spécial. Concernant la rivalité avec Chris Jericho, je ne comprends tout simplement pas ce qu'il voulait faire. En fait, je comprends ce qu'il voulait faire, je ne comprends pas pourquoi ils ont abandonné aussi facilement. Je pense qu'ils ont réalisé que John Cena ne devait pas affronter Christian et ont mis Jericho dans ce rôle. Ils auraient dû continuer la rivalité et faire tourner Jericho heel, le faire affronter Benjamin à vengeance et le mettre en avant puis aller vers Cena. Je ne sais pas.
Cette histoire avait du potentiel, comme Jericho frappant quelqu'un avec une chaise en disant « Vous allez m'encourager, n'est-ce pas, parce que je suis Chris Jericho », puis se retourner contre eux. Ça aurait pu être cool, mais ils ne l'ont pas fait. C'est mon avis. Ça aurait dû être fait. Mais effectivement, ce règne est l'un de mes préférés des années 2000, définitivement dans le top 5 des règnes de titres mid-card des années 2000 aux côtés des règnes de Chris Benoit et d'autres. Shelton mérite tous les honneurs parce qu'il a livré des matchs monstrueux et a porté à merveille cette ceinture. Après la perte de son titre, je crois que c'était le début de la chute de Shelton. Je sentais qu'il se concentrait davantage sur Carlito à partir de ce moment-là. Shelton n'était plus autant mis en avant à Raw qu'auparavant, et je me souviens qu'il était encore présent dans le show, mais il était juste là sans être l'un des points principaux de l'émission. Mais ce n'est qu'à la fin de 2005 que Shelton a une storyline à Raw. Le 7 novembre 2005, lors d'un épisode de Raw, Shelton Benjamin a perdu contre Carlito dans un match de qualification pour les Survivor Series. Ça a marqué le début d'une série de défaites pour Shelton. Par la suite, il a perdu contre des adversaires tels que Trevor Murdoch et Kurt Angle, et à un moment donné, HBK a essayé d'aider Shelton à mettre fin à cette série de défaites, mais ils n'ont pas réussi à gagner le match. Cette série de défaites a finalement pris fin le 2 janvier 2006 lors d'un épisode de Raw quand Shelton a perdu contre Chris Masters. Ce soir-là, la mère de Shelton Benjamin est apparue et a exprimé sa déception face aux défaites de son fils. Elle a même déclaré qu'elle resterait avec lui jusqu'à ce qu'il retrouve le chemin de la victoire. Avec sa mère à ses côtés, Shelton a battu Viscera à New Year's Revolution. Elle a frappé la plus grande machine à aimer du monde, c'était son surnom à l'époque, avec son sac à main qui contenait une brique à l'intérieur. La série de défaites était terminée et Shelton était sur une lancée avec sa mère à ses côtés. Remportant presque tous ses matchs, le seul match qu'il a perdu a été contre le Big Show. Lors de l'épisode de Raw du 20 février 2006, Shelton Benjamin a battu Ric Flair pour devenir le nouveau champion intercontinental. Mama Benjamin a cessé d'accompagner Shelton au ring en raison d'une storyline de chirurgie cardiaque et Shelton s'est retrouvé seul. Et à ce stade, il était un heel. Il a lentement tourné pendant sa série de défaites et à la fin de celle-ci, il est devenu un heel à part entière. À WrestleMania 22, Shelton Benjamin a participé au match d'échelle Money in the Bank et a de nouveau volé la vedette. Il a couru sur une échelle et a sauté sur les autres concurrents. J'ai toujours pensé que ce gars était incroyable, bien que Shelton n'ait pas remporté le match qui a finalement été gagné par Mr. Money in the Bank, Rob Van Dam, qui avait assurément plus de popularité. Néanmoins, je n'aurais pas été déçu si Shelton ou un autre des participants avait gagné. Shelton a commencé à porter des bijoux, des lunettes de soleil et des chemises ressemblant au Rock. Bien sûr, il n'agissait pas comme le Rock, mais il portait les mêmes vêtements. Il a perdu le titre intercontinental dans un match où le contrat Money in the Bank de RVD était en jeu. Mais il a regagné le titre quelques semaines plus tard seulement pour le perdre au profit de Johnny Nitro dans un match triple menace sous-estimé qui impliquait également Carlito. Après avoir perdu le titre, Shelton Benjamin n'a absolument rien fait de notable. Je ne me souviens même pas de quelque chose de marquant à part le fait qu'il se prétendait être une icône pour les personnes noires dans le monde entier. Il a même affirmé que des enfants du monde entier chantaient sa chanson thème, ce qui est assez difficile à imaginer. À un moment donné, Crime Time a volé certaines des affaires de Shelton, c'est tout ce dont je me souviens de cette période. Néanmoins, ça allait changer pour Shelton lorsqu'il a reformé la World Greatest Tag Team dans le but d'arrêter Crime Time. Ça n'a abouti à rien d'important excepté un match d'échelle contre les Hardy Boys que j'ai trouvé vraiment amusant. Mis à part ça, il n'avait rien de mémorable dans cette période. La World Greatest Tag Team a fini par se séparer en novembre 2007 et à ce moment-là, Shelton s'était teint les cheveux en blond et n'était plus à Raw mais était passé à l'ECW. Lors de l'épisode d'ECW du 20 novembre 2007, Elijah Burke a présenté la nouvelle star de l'ECW qui s'avérait être Shelton Benjamin. Le premier match de Shelton dans cette division était contre Tommy Dreamer et il a réussi à le battre en lui infligeant le Pay Dirt. C'était comme une phase de reconstruction pour Shelton, et je pense que c'était le pourquoi il avait été envoyé à l'ECW. C'est comme si l'ECW pouvait l'aider à retrouver son élan et son aura. C'est Dusty Rhodes à l'époque qui, conscient de l'immense talent inexploité qu'est Shelton Benjamin au sein du main roster, le fait intégrer l'ECW car l'American Dream est à la direction de cette brand. Et c'est notamment grâce à lui et Stone Cold qui se convainc de se teindre les cheveux en blond afin de choquer et d'attirer l'attention. Chose qu'il arrivera à faire à son entrée dans la Gorilla Position de ses débuts à l'ECW. Il faut savoir que c'était un gros risque à l'époque car sous l'ère de Vince McMahon tu appartenais à la compagnie et chaque changement physique devait être demandé au préalable pour ne pas entacher ta gimmick ou la vision créative que la compagnie portait sur chacun des catcheurs. Au final, le partenariat entre Elijah Burke et Shelton Benjamin n'a pas duré longtemps car lors de l'épisode de CW du 11 novembre 2007, Shelton Benjamin a parlé d'or mentionnant sa victoire passée et comment il y avait de l'or à gagner à l'ECW. Il a dit qu'il creuserait jusqu'à trouver son prochain filon. Shelton a terminé la promo en disant qu'il était le Gold Standard et que personne ne pourrait l'arrêter. Et je pense que c'était la première fois qu'il se surnommait ainsi. À partir de là, Shelton a enchaîné une série de victoires battant des adversaires comme Shannon Moore et Colin Delaney. Sa série de victoires a pris fin lorsqu'il a perdu par décompte extérieur contre Kane car il avait décidé de s'éloigner du Big Red Monster. Par la suite, il a eu une performance exceptionnelle à WrestleMania bien qu'il n'ait pas remporté le match. Ensuite, il a eu une petite rivalité avec Kofi Kingston avant d'être envoyé à SmackDown. Son passage à SmackDown est mémorable pour moi. Bien que ce ne soit pas forcément pour des raisons positives, je m'en souviens parce qu'il se qualifiait continuellement de Gold Standard et parce qu'il était champion des États-Unis. Et même si Benjamin deviendra champion US, son départ dans le show bleu est dû au changement de poste de Dusty qui a coupé son élan et qui a laissé sa gimmick sans réel but du côté de l'ECW. Shelton a commencé son parcours à SmackDown en rivalisant avec Matt Hardy, ce qui a mené un match pour le titre des États-Unis entre les deux à The Bash où Shelton Benjamin a remporté le match pour devenir le nouveau champion.
Désormais, Benjamin était régulièrement mis en avant à SmackDown, bien qu'il ne fût pas l'une des têtes d'affiche, il était présent chaque semaine contrairement à sa précédente période à Raw. Mais son règne en tant que champion n'était pas vraiment mémorable. Il a affronté les meilleurs catcheurs de SmackDown, mais mis à part ça, il n'y avait pas grand chose à noter dans la scène du titre des États-Unis à cette époque. Le règne de Shelton en tant que champion des États-Unis s'est terminé le 20 mars 2009 lors d'un épisode de SmackDown où MVP l'a battu pour le titre. C'était la première fois depuis le 20 juillet 2008 que Shelton Benjamin ne détenait plus le titre de champion des États-Unis, marquant ainsi un long règne. À WrestleMania, le Gold Standard a encore une fois eu une performance remarquable dans le match Money in the Bank, mais il ne l'a pas remporté. C'était souvent le cas avec lui, de grandes performances mais jamais de victoire. Après WrestleMania, il a de nouveau fait équipe avec Charlie Haas, mais ça n'a duré qu'un mois avant que Shelton ne retourne à l'ECW. Et cette fois-ci, son passage à l'ECW était bien meilleur que le précédent. Shelton a commencé son parcours à l'ECW avec un match contre le débutant Yoshitatsu qu'il a battu facilement en lui assénant un coup de pied à la tête. Ça me rappelle l'histoire qui avait été évoquée le jour où Tatsu avait donné une raclée à Sheamus dans la vraie vie à propos de qui devait dormir sur le lit ou quelque chose comme ça, je m'en souviens plus. Après ça, Shelton Benjamin est devenu un favori des fans et a rivalisé avec Sheamus. Shelton et Sheamus ont échangé des victoires, mais c'est Sheamus qui a finalement remporté la rivalité, permettant au passage d'élever davantage le guerrier celte. Par la suite, Shelton a eu sa meilleure rivalité depuis un bon moment. Je la considérais même pas comme une véritable rivalité, mais je pensais que ça allait ramener le Gold Standard. Et son adversaire était évidemment Captain Charisma Christian qui avait beaucoup évolué. Le 24 novembre, lors d'un épisode de CW, Shelton Benjamin a battu Zack Ryder dans un match de prétendant numéro 1. Après le match, Christian est venu et a félicité Shelton pour sa victoire. Captain Charisma a mentionné que le championnat de CW avait été négligé et qu'il était temps de faire quelque chose à ce sujet. Christian a ensuite défié Shelton pour un match d'échelle à TLC. Ils voulaient voler la vedette avec Shelton et c'est ce qu'ils ont fait. Je m'en souviens avoir vraiment adoré ce match et ils ont vraiment littéralement réussi à voler le show. Le match comprenait des moments mémorables comme le frog splash de Christian sur Shelton à travers une échelle, le visage ensanglanté de Christian et lui accroché au titre suspendu au-dessus du vide. Vraiment, le CW, si on oublie le nom, c'était amusant avec réellement de très bons matchs. Au final, c'est bel et bien Christian qui a fini par conserver le titre et Shelton est passé une nouvelle fois à côté d'un titre majeur. Après ça, le Gold Standard a une rivalité avec Vance Archer. Les deux ont échangé des victoires et ça s'est terminé par un match sans disqualification le 9 février 2010 lors d'un house show hebdomadaire de l'ECW. Shelton a terminé la rivalité en dominant et ce fut la fin pour l'ECW car elle a été remplacée par NXT. Il est ensuite allé à SmackDown où il s'est de nouveau qualifié pour le match d'échelle Money in the Bank à WrestleMania. Il ne l'a pas gagné et le 22 avril, Shelton a été libéré de son contrat avec la WWE. À l'époque, je me souviens avoir pensé que c'était une libération choquante qui était suivie par celle de Mickie James car les deux étaient juste sur la carte de WrestleMania quelques semaines plus tôt. Fin de compte, c'était une fin décevante pour Shelton Benjamin à la WWE car c'était évident qu'il avait le potentiel pour être un excellent champion. Brock Lesnar n'avait pas les compétences au micro ou quoi que ce soit et pourtant il était devenu champion. Pourquoi pas Shelton? Tout ce qu'il lui fallait c'était un manager comme Paul Heyman ou même Matt Striker, quelqu'un qui pouvait parler pour lui. Il révélera plus tard dans l'interview avec Lilian Garcia qu'il était vraiment triste, frustré et blessé d'avoir été renvoyé car il avait beaucoup à offrir à la compagnie, notamment en accédant à son rêve de champion du monde. Mais alors seulement âgé de 35 ans à l'époque, il était encore temps pour Shelton de rebondir et d'offrir ses talents au reste du monde. Après son départ, il fait ses premiers pas sur la scène indépendante, à la World Wrestling Council et remporte le titre WWC Universal Heavyweight Championship face à Ray Gonzalez. Puis il perd son titre face à Carlito, lui aussi un talent gâché oublié par la compagnie de Samford. Peu après avoir découvert pour la première fois la scène indépendante, son ami Charlie Haas, avec qui il a formé la team Angle, l'encourage à le rejoindre à la Ring of Honor, compagnie qu'il avait fréquentée avec son frère malheureusement décédé avant sa signature avec la WWE. Là-bas, il reforme la World Greatest Tag Team et combattent à plusieurs occasions lors des pay-per-views de la ROH face aux Bravado Brothers et au All Night Express jusqu'en 2011 où ils deviennent réguliers du roster de la ROH. Maintenant bien en place dans la compagnie avec un réel second souffle pour leur équipe, ils parviennent à battre les Briscoe Brothers lors du 9 Anniversary Show après un incroyable match, je vous le conseille, et deviennent challenger numéro 1 pour le ROH World Tag Team Championship. Puis lors de Honor Takes Center Stage, ils battent The Kings of Wrestling Claudio Castagnoli et Chris Hero et remportent les ROH World Tag Team Championship, mettant fin au plus long règne de champion par équipe de la Ring of Honor à l'époque qui était de 363 jours. À leur tour, ils parviennent à les conserver pendant plus d'1 an et demi avant de les perdre contre leurs anciens rivaux, les frères Briscoe, puis de les reprendre à nouveau pour un temps beaucoup plus court de 43 jours. Indépendamment de sa signature avec la ROH, un an avant son départ de la fédération, Shelton s'envole pour le Japon et découvre un nouveau style de catch en signant avec la New Japan Pro Wrestling. Il y fait ses débuts aux côtés de MVP pour battre Tanaka et Takahashi au pay-per-view Wrestle Kingdom 6 de la New Japan. Lors de Dominion 6-16, MVP et lui font de nouveau équipe et battent Carl Anderson et Tamatonga, alors membres du célèbre Bullet Club. Après ça, au Wrestle Kingdom 7, il perd contre Masato Tanaka et ne remporte malheureusement pas le Never Openweight Championship.
Puis il retourne du côté de la ROH pour y faire son dernier match dans la fédération et décide de s'installer au Japon pour y poursuivre sa carrière. Désormais catcheur à temps plein pour la New Japan, il y fait son retour, se révélant être le nouveau membre du clan Suzuki Gun et fait équipe avec le leader Minoru Suzuki pour battre Chaos. En parallèle de son implication en équipe, il sera pendant l'entièreté de son run avec la compagnie dans la course pour le titre IWGP Intercontinental qu'il n'arrivera malheureusement jamais à obtenir. Il aura néanmoins un parcours assez impressionnant avec son partenaire et parviendra à aller très loin dans les tournois de la fédération sans jamais atteindre le succès final. Finalement, après plus de 3 ans, la New Japan, il décide de rejoindre la Pro Wrestling Noah, fédération également réputée au Japon dans laquelle sont passés et passent encore actuellement les plus grands catcheurs au monde. Il y restera quasiment 1 an après une participation au tournoi Global League et son échec pour remporter le Global Honorary Crown Heavyweight Championship. Et finalement, après plus de 5 ans au Japon, Benjamin décide de repartir à la maison après une nouvelle offre de la WWE. Durant son séjour au Japon, Shelton sera tombé amoureux de la culture du pays, des habitants et du catch. Même s'il a eu des débuts difficiles en mettant quasiment 1 an et demi à comprendre quelques mots de la langue, il a pu compter sur son mentor Minoru Suzuki qui l'a pris sous son aile et l'a formé pendant ses années là-bas. Même si la compagnie l'a beaucoup mis en avant, il n'a pas pu obtenir le succès qu'il méritait et a loupé de peu l'âge d'or de la New Japan avec les Will Ospreay, Kenny Omega ou les différentes versions du Bullet Club. Quoi qu'il en soit, Benjamin fera son retour dans la compagnie de Stamford le 22 août à SmackDown Live auprès de Daniel Bryan, alors manager du show bleu, en l'associant avec un catcheur de talent encore sous-évalué aujourd'hui, Chad Gable. Ils auront un run important jouant aussi bien du côté face que heel et auront une magnifique rivalité face aux Usos, offrant certains des meilleurs matchs de chaque show pendant une période. Finalement, après plus d'1 an en équipe, le 16 avril, il annonce sur Twitter sa séparation avec Gable et prend la parole le lendemain. Il annonce toujours sous une attitude heel qu'il veut maintenant de la compétition et une chance au titre de la compagnie. Il sera interrompu par Orton suivi du champion US de l'époque Jeff Hardy qui parviendra à le battre. La semaine suivante, Benjamin décide de prendre sa revanche mais Jeff se fera cette fois-ci interrompre par la vipère rendant le segment franchement drôle mais préparons-vous, vous en doutez bien, leur match pour Hell in a Cell quelques mois plus tard. Mais revenons sur Benjamin qui ce soir-là gagnera son match après une distraction des sbires de Jinder Mahal. Pendant cette période, il aura d'autres victoires contre Orton, Hardy et même Daniel Bryan qui sera appuyé par les commentaires du Miz qui va glorifier tout son parcours au sein de la fédération. Il ira même jusqu'à affronter le champion WWE de l'époque AJ Styles, puis plus rien. Disparition totale. La compagnie a réussi à le faire monter si haut jusqu'à faire espérer les fans d'enfin obtenir un Shelton Benjamin récompensé pour ses talents, mais non, il a juste servi à élever les futurs main eventers. Il fera son retour à Raw 5 mois plus tard aux côtés de Paul Heyman en attaquant Seth Rollins à la demande de Paul Heyman et en utilisant le style de combat de Brock Lesnar. S'ensuit alors un match face à Rollins qui le remporte et alors que les fans pensaient à un début d'association entre les deux, ce ne fut aucunement le cas car il reviendra 3 mois plus tard pour perdre face à Apollo Crews dans un match sans enjeu et disparaîtra de nos écrans une nouvelle fois pendant quasiment 1 an. Le lendemain d'Extreme Rules, MVP et Bobby Lashley viennent à la rencontre de R-Truth alors champion 24/7. Puis survient de nulle part un arbitre et un Shelton Benjamin qui assomme le champion et parvient à récupérer cette horrible ceinture retrouvant l'or après plus de 11 ans à la WWE. C'est au cours de cette soirée que Shelton rejoint le Hurt Business formé depuis peu par MVP, alors manager de Bobby Lashley. Mais j'ai envie dans cette vidéo de revivre les débuts, l'ascension et la chute prématurée du Hurt Business et voir comment la WWE a ruiné cette grande faction. En 2020, MVP a réuni un groupe improbable d'individus qui sera collectivement connu sous le nom de The Hurt Business. L'équipe a immédiatement pris le dessus et à un moment donné, il semblait qu'ils allaient devenir une force dominante dans la WWE pendant longtemps. Mais moins d'1 an plus tard, la faction a été dissoute. Tout d'abord, le pilier de cette faction, l'irrésistible Bobby Lashley. Le début de carrière de Lashley lorsqu'il est revenu à la WWE en 2018 n'a pas été très bon pour dire le moins. Certes, il a bien obtenu 2 titres intercontinentaux ainsi que son premier manager ou plutôt homme de promo en la personne de Lio Rush. Mais ça n'a duré que 61 jours au total et il était plus un champion de transition pour Finn Balor. Ce fut un règne clairement oubliable et son partenariat avec Rush s'est pratiquement terminé après avoir perdu le titre à WrestleMania. Lashley a ensuite erré dans le milieu de la carte pendant un certain temps, ayant une courte rivalité avec Braun Strowman avant de se retrouver dans un triangle amoureux bizarre avec Lana et Rusev qui étaient en fait mariés dans la vraie vie. Bobby a probablement vécu l'une des périodes les plus amusantes de sa vie avec cette rivalité, mais ça n'a rien fait pour faire avancer sa carrière. Et c'est là que le prochain élément du puzzle MVP entre en jeu. Montel Vontavious Porter a fait un retour surprise lors du Royal Rumble 2020, un Royal Rumble vraiment bon avant que le monde ne parte en vrille, principalement pour que son enfant puisse le voir concourir sur le ring de la WWE. Mais ensuite, une chose en entraînant une autre, il est rapidement revenu à plein temps à la WWE en tant que membre du roster de Raw. Il était principalement utilisé comme chair à canon pour d'autres stars jusqu'à ce qu'il s'intéresse, vous l'avez deviné, à Bobby Lashley. Ainsi, MVP, qui évoluait maintenant vers un rôle de manager et lutteur à temps partiel, a obtenu son premier client lorsque Lashley a finalement laissé tomber Lana, divorçant entre guillemets d'elle après avoir vu sa carrière sombrer. Néanmoins, MVP n'en avait pas fini avec son processus de recrutement puisqu'il avait essayé de convaincre Apollo Crews, alors champion des États-Unis, de les rejoindre mais il a échoué.
Il y avait aussi cette histoire où il a en quelque sorte remporté le championnat des États-Unis par forfait après que Cruz aurait contracté le virus, mais la WWE n'a pas pris ça en compte comme un changement de titre. Le prochain membre de l'équipe serait Shelton Benjamin. Fin 2020, il était désormais un vétéran principalement utilisé comme talent de renforcement lors des événements main event et parfois sur Raw, bien loin de ce qu'il était autrefois. Benjamin a rejoint le groupe un mois plus tard après que MVP et Lashley l'aident à prendre le titre 24/7 de R-Truth. C'est également à ce moment-là qu'il commence à s'appeler officiellement The Hurt Business. La première tâche de l'équipe était de fournir de l'or à Lashley, et ils y sont parvenus lors de l'événement Payback. Lashley a battu Apollo Crews pour devenir le nouveau champion des États-Unis. Ils ont fait de brèves apparitions dans le concept étrange connu sous le nom de Raw Underground, où ils ont anéanti la compétition, mais ce n'était qu'une quête secondaire. Pendant cette période, les trois ont également commencé à cibler les amis de Crews, et ce n'était pas juste pour les attaquer au hasard, ils cherchaient à recruter le quatrième et dernier élément du puzzle, Cedric Alexander. Cedric avait fait une très forte impression auprès de l'univers de la WWE grâce à sa performance dans le Cruiserweight classique, après quoi il était l'un des premiers à être introduit dans la nouvelle division Cruiserweight du roster principal. Il est ensuite devenu un pilier de la division Cruiserweight dans son propre show 205 Live. Son apogée est survenu à WrestleMania 34 où il a battu Ali pour le titre Cruiserweight. Après avoir perdu le titre et finalement été drafté à Raw en 2019 dans le cadre du shake-up du roster, les choses ont rapidement tourné au vinaigre. Il s'est rapidement perdu dans la mêlée et avant même qu'on ne se rende compte, il faisait partie des gars qui poursuivaient le titre 24/7. Il y avait peu d'espoir lorsqu'il a commencé à faire équipe avec Ricochet, une autre star mal utilisée, mais en réalité le duo avait un plafond assez bas. MVP l'a également vu et l'a qualifié de sidekick de Ricochet, quelqu'un qui restera toujours en coulisses en mangeant à la cantine pendant que d'autres réussissent. Apparemment ça l'a atteint car en septembre de cette année-là, Cédric a trahi son partenaire lors d'un match à 6 contre The Hurt Business. Ainsi, The Hurt Business était enfin complet. Ces 4 hommes qui luttaient chacun de leur côté pour leur carrière se sont unis avec un objectif en tête, dominer et remporter des titres. Ce qui rendait vraiment la faction spéciale était leur présentation. Les costumes élégants et les attitudes sans compromis rappelant l'évolution. Ils battaient quiconque se mettant en travers de leur chemin et géraient tout comme une transaction commerciale, d'où le nom de la faction. Les segments où ils rejetaient une candidature avant de tabasser le candidat étaient très amusants à regarder. La prochaine tâche de la faction était de régler certaines affaires en cours en éliminant Ricochet, Apollo Crews et les Viking Raiders. Ils ont également mené une autre courte rivalité avec Rétribution, le pauvre clan de la WWE qui aurait pu aller si loin. C'était un peu étrange au début puisque les deux factions étaient nouvelles et en pleine ascension dans le rôle de heel, mais il n'y avait aucun doute que le Hurt Business infligeant des coups à Rétribution était toujours plaisant à voir. Ils ont facilement réglé leurs affaires en gagnant plusieurs matchs contre Rétribution et il y a même eu cette fois où Lashley a dû défendre son titre de champion des États-Unis contre Slapjack. Le Hurt Business est rapidement devenu l'un des points focaux de Monday Night Raw semaine après semaine et le succès a continué à croître avec TLC 2020 lorsque Cedric Alexander et Shelton Benjamin ont battu The New Day pour remporter les championnats par équipe de Raw. Les affaires étaient effectivement florissantes car les hommes étaient enfin parés d'or. MVP a tenu sa promesse de redresser leur carrière et cela n'a pris que quelques mois. Leur chemin de domination s'est poursuivi au début de 2021, battant des adversaires tels que Matt Riddle, Jeff Hardy, The New Day et le House Party. Mais les choses ont commencé à se compliquer en février. Après avoir battu 3/4 du Hurt Business dans un match de qualification pour obtenir une chance de défier Bobby pour le titre des États-Unis, Riddle a ensuite vaincu Bobby Lashley pour le titre à Elimination Chamber. Mais pas de soucis car Lashley était désormais concentré sur un objectif encore plus grand, le championnat de la WWE. Le même soir, Bobby Lashley a attaqué Drew McIntyre après qu'il ait réussi à remporter le championnat de la WWE dans un match d'Elimination Chamber épuisant. Et ça a permis au Miz d'encaisser son contrat Money in the Bank pour devenir le nouveau champion de la WWE pour la deuxième fois de sa carrière, 10 ans plus tard. Il a été révélé par la suite que cela faisait en fait partie d'un accord conclu par MVP avec le Miz dans lequel il aiderait Miz à remporter le titre, mais Lashley obtiendrait en retour une première chance pour le titre. Après avoir esquivé et évité cet accord, The Miz a finalement dû faire face à Lashley dans un match Lumberjack pour le championnat de la WWE. Lashley a sans surprise détruit le Miz et a remporté le championnat de la WWE pour la première fois de sa carrière. Tout semblait aller pour le mieux pour le groupe jusqu'à ce que Cedric et Shelton perdent leur titre par équipe contre le New Day. Puis quelques semaines avant WrestleMania 37, le groupe a tout simplement implosé. Vous vous demandez peut-être pourquoi le groupe s'est dissous en premier lieu. Eh bien la raison officielle était que Bobby pensait que Benjamin et Alexander étaient incompétents. Mais la réalité est que Vince prend simplement de mauvaises décisions créatives et nous ne pouvons pas avoir de belles choses. Après ça, Bobby a passé à tabac ses anciens associés et ce fut peu après la fin du Hurt Business. Le Hurt Business était simplement l'une des nombreuses victimes des mauvaises décisions créatives de Vince. En fait, on a vu exactement la même chose lors des premiers jours d'une autre grande faction, vous l'aurez deviné, le Judgment Day. Heureusement, Triple H a sauvé cette faction et qui sait si elle existerait encore aujourd'hui s'il n'avait pas pris les rênes de la création quand il l'a fait. En fin de compte, le Hurt Business sera appelé comme un grand SI dans l'histoire de la WWE. Il y avait tellement d'histoires à raconter, tant de directions dans lesquelles le groupe aurait pu aller, mais je suppose que nous ne le saurons jamais. Ça montre simplement l'inconstance de la WWE en matière de faction. Pour chaque histoire de succès comme le Judgment Day ou The New Day, il y a un échec comme le Hurt Business.
Après ça, Shelton et Cédric continueront à évoluer en équipe sans réel succès avant que Shelton Benjamin annonce sur les réseaux sociaux qu'il a été licencié dans la vague des premiers licenciements du groupe TKO qui comprenait également le nom qui choquerait tous les fans de catch, Dolph Ziggler. Mais au final, tant mieux pour lui, tout est écrit car le voilà champion de la TNA. De son côté, Shelton continue d'évoluer sur la scène indépendante à travers diverses petites promotions, notamment la dernière en date en France à l'APC Clash of Gold où Benjamin a perdu contre Tristan Archer et Thiago Montero qui a conservé son titre. Maintenant, quelle sera la suite pour Shelton Benjamin? D'après ses dires, il lui reste encore quelques années de lutte en lui et je pense également à l'instar d'un Billy Gunn qu'il peut encore lutter très longtemps avec sa condition physique. On sait également qu'il aimerait un rôle en coulisses dans l'avenir et pourquoi pas un poste à la WWE, cette compagnie qu'il chérit tant mais qui ne lui a pas réellement donné son dû. En définitive, Shelton Benjamin est définitivement un futur Hall of Famer et fait partie des catcheurs les plus talentueux au monde. Il a tout pour lui, excepté un point faible au micro qui aurait pu être sans problème comblé par un manager de talent. Un peu à la manière d'un Cesaro, Shelton est un catcheur incroyable et mérite au moins une fois de remporter un titre majeur dans sa carrière et surtout celui de la WWE à qui il a tant donné au cours de sa carrière. À jamais sous-estimé, le roi sans couronne, Shelton Benjamin. I'm Shelton Benjamin. I'm still the gold standard. And ain't no stopping me now! Et voilà les gars, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu en commentaire, à partager la chaîne surtout et à lâcher un j'aime, c'est très important. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une autre histoire, c'était Vince, merci à tous.